So hello, everyone. A very warm welcome to this week's session of the Global Youth Climate Training Program. And good morning, good afternoon, good evening, wherever you're based. My name is Lydia, and I will be your co-moderator for this session. So today we'll be learning more about climate litigation. We have been seeing a growing movement of climate litigation and studies that show this growing trend. So it is becoming increasingly relevant topic and also a very important tool for climate justice. Indeed, Lydia, and we're so lucky to have some of the best guides who can speak to this very important tool in the toolkit of climate justice. My name is Alexis McGivern. I work at Oxford Net Zero, and I'm going to be co-facilitating with Lydia today. And we're really Voici notre programme pour la session. Nous allons donc parler du litige climatique et nous sommes ravis qu'elle ait pu se joindre à nous aujourd'hui. Par la suite, nous aurons une deuxième personne. Puis, nous ferons une pause. Nous aurons une activité interactive. Nous aurons une troisième oratrice, Trina Chiemi, qui travaille chez FACE. Et nous sommes impatients d'en savoir plus et d'entendre tous ces orateurs et oratrices. Et comme nous l'avons fait la semaine dernière, nous souhaitons rendre cette session interactive et vous avez donc un code QR à l'écran. Nous vous enverrons également un document collaboratif et vous pourrez nous faire savoir quels sont les moments clés que vous avez retenus, quelle est votre opinion. Désormais, nous allons accueillir Marie-Hélène Schinde, qui est avocate, chercheuse, basée en Allemagne. Elle est avocate, comme je l'ai dit, elle enseigne actuellement le droit international environnemental à l'Université de Cologne et est affiliée au projet Ingenious, le réseau indo-allemand d'interaction entre scientifiques au Centre de droit de l'environnement de l'Université de Cologne. Auparavant, elle a plaidé dans des affaires de droit environnemental et de droit pénal et a conseillé l'organisation à but non lucratif Climate Action Tracker en tant qu'associée politique. Elle est actuellement candidate au doctorat en droit à la faculté de droit de l'Université de Cologne et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est donc très occupée. Elle est titulaire d'un master en théorie juridique de l'Université de Goethe à Francfort, d'un master en sciences de l'environnement de l'Université de Cologne et d'une licence en droit avec mention de l'École nationale de droit de l'Université de l'Inde à Bangalore. Ses recherches portent sur le changement climatique, la criminalité environnementale des entreprises et le droit pénal de l'environnement. Et je suis impatiente d'en savoir plus sur ce sujet. À toi la parole, Marie-Hélène Schinde. Merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation. Je suis ravie d'être ici. Et j'aimerais que cette session aujourd'hui soit une sorte d'introduction sur le sujet. Et nous allons parler de la manière dont on peut
être amené au litige climatique. Donc, j'aimerais introduire ce sujet et donc introduire l'accord de Paris sur le climat. Je vais donc partager mon écran. Je vais donc me concentrer sur la société civile et le litige climatique. Internationalement parlant, en termes de droit international, nous allons donc parler de la société civile internationale et donc de l'accord de Paris sur le climat, mais également du statut de Rome. Puisqu'en ce moment, il existe une proposition pour criminaliser l'écocide, ce qui pourrait mener à une juridiction criminelle universelle. Et donc, j'aimerais vous parler des différentes possibilités pour l'avenir. Tout d'abord, concentrons-nous sur l'accord de Paris sur le climat. J'aime beaucoup cet accord. Il permet vraiment d'avoir une vision du réchauffement climatique et de ses limitations. Il permet également de parler de différents sujets et différentes actions qui sont nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il s'agit d'un accord collectif. Et bien évidemment, de nombreuses actions doivent être mises en place. Et cet accord met en place des obligations pour toutes les parties. Bien que l'accord de Paris soit un accord entre différentes nations, le préambule se concentre sur les droits humains et chaque individu en eux-mêmes. Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière, les parties devraient, idéalement, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les générations. Donc on parle de tout ça dans l'accord de Paris. Donc il s'agit vraiment d'un accord du peuple. Et nous voyons bien que beaucoup de personnes, ces 7 dernières années, ont tenté de mettre en place tout ce dont parle l'accord de Paris, dont des enfants, des scientifiques qui se battent pour l'avenir, différents individus de la société qui s'intéressent à l'accord de Paris. Et cet accord permet vraiment de mettre au cœur de l'accord les individus et la société. Donc c'est un accord entre les nations et les individus eux-mêmes. Donc comment les citoyens lambda peuvent-ils interagir avec cet accord? Tout d'abord, l'objectif de l'accord, quel est-il? Je suis sûre que vous avez lu ce qui est à l'écran déjà, mais je souhaite vous en reparler au cas où. Le but est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et de continuer à faire des efforts. Il nous faut également nous adapter au réchauffement climatique et lutter contre le réchauffement climatique. Le présent accord sera appliqué conformément à l'équité et au principe des responsabilités communes, mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. C'est ce qui permet aux citoyens d'être tenus informés, d'élire les représentants de leur gouvernement qui ensuite essaient de mettre en place des actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça nous permet d'avoir une sorte de point de référence pour suivre l'évolution des gouvernements. Comment est-ce que ça marche exactement? Grâce au CDN, les contributions déterminées au niveau national.
Les parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Chaque partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successif qu'elle prévoit de réaliser. Les parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs des dites contributions. Et c'est important, puisque ça signifie que votre gouvernement a l'obligation de remettre des informations pour permettre l'atténuation du réchauffement climatique. En tant que professionnel, je sais que tous les partis ont leur importance et tous les partis ont besoin d'informations pertinentes pour évoluer et avancer. Nous travaillons en permanence d'arrache-pied pour obtenir de plus en plus d'informations. Il est important que les pays remettent des informations sur leur CDN. Et c'est ce qui permet par la suite à la société civile de suivre l'évolution de leur performance au niveau climatique. Par exemple, nous avons une association à but non lucratif plutôt, Climate Action Thermometer, qui fait des prédictions. Ici, nous avons les prédictions de novembre 2022 et ces prédictions sont actualisées chaque année. Ça date donc de l'année dernière. Et on voit qu'il y a une véritable différence entre les CDN qui ont été promis et par la suite les véritables CDN, les véritables objectifs qui ont été atteints. L'accord de Paris souhaite que nous limitons le réchauffement climatique à 1,5 degré et on se rapproche dangereusement des 1,5 degrés. Mais le véritable objectif, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc nous voyons que des actions et des mesures politiques ont été mises en place. Si on s'intéresse au scénario le plus positif et au scénario le plus négatif, alors dans ce cas, bien sûr, la situation est tout à fait différente. En tout cas, nous devons nous inquiéter. Il y a urgence, il nous faut agir. Donc les engagements et les promesses respectent l'accord de Paris, mais bien évidemment, ce n'est pas si simple, puisque dans la réalité, les choses peuvent être tout à fait différentes. Et vous voyez qu'en ayant accès à ce genre d'informations, ça permet à la société civile d'être plus consciente, d'être plus informée sur le sujet. Ici, nous avons les écarts d'émissions. À nouveau, novembre 2022, créé par Climate Action Tracker, et nous voyons tous ces écarts entre les objectifs et les promesses de base. Et on nous montre également quels devraient être les objectifs nécessaires pour que ces objectifs soient compatibles avec l'accord de Paris en termes d'émissions. Voilà, donc c'était un aperçu sur les avantages de l'accord de Paris. Si on s'intéresse à l'accord de Paris et à la CNUC, il faut être familier avec tous les différents types d'obligations. Des termes comme les parties peuvent ou doivent. Parfois, il y a des obligations contraignantes, non contraignantes. Parfois, certaines obligations sont encouragées ou recommandées. Par exemple, dans le préambule, nous avons une description de la situation actuelle. C'est descriptif, ça apporte de la valeur et du contexte. Mais nous retrouvons certains termes juridiques comme peuvent ou doivent.
Dans l'accord de Paris, nous avons différentes structures, différentes catégories. Nous avons le mécanisme RED+, les CDN. Je suis sûre que vous avez entendu parler de tous ces termes. Et tous ces termes font référence à différentes catégories de l'accord de Paris. Mais par exemple, si vous avez le temps, lisez l'accord de Paris sur le climat, lisez tous les articles et essayez de comprendre quels sont les peuvent et les doivent, quelles sont réellement les obligations à respecter. C'est un exercice qui peut être amusant et je demande parfois à mes étudiants de faire la même chose. Ça permet d'avoir une idée des différentes obligations des gouvernements, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent réellement faire. Et que doivent-ils faire? Mettre en place un mécanisme d'ambition, un mécanisme de progrès, d'évolution. Des CDN également, un bilan mondial pour nous permettre de continuer à diminuer le réchauffement climatique. Le concept de zéro émission nette également est à prendre en compte. Comment en savoir plus sur ces différentes ambitions? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site NDC Registry, sur lequel vous pouvez voir tous les objectifs des pays dans le temps. Si tous ces pays ont évolué, vous avez accès aux CDN qui ont été soumis. Et ça permet à la société civile de savoir quels sont les buts des gouvernements, de leur propre gouvernement, et par la suite, de tenir pour responsable leur gouvernement et, dans le pire des cas, d'utiliser leur CDN comme catalyseur pour ensuite forcer l'action pour l'urgence climatique. Donc, c'est un outil des plus utiles. Et je vais vous donner quelques exemples sur l'utilité de cet outil. Désormais, le respect de l'accord de Paris. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions au présent accord. Et ça permet réellement de garder un œil sur l'évolution de l'accord de Paris et des pays. Donc, au sein de l'article 15, nous avons un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il s'agit d'experts qui ne représentent pas leur propre pays au sein du comité, mais qui sont présents pour faciliter le fonctionnement de l'accord de Paris et pour permettre au pays de mettre en place l'accord de Paris de manière transparente, non accusatoire et non punitive. Généralement, ils discutent de différents enjeux. Par exemple, si un parti n'a pas soumis son CDN, ou n'a pas nécessairement participé au progrès et à l'évolution de l'accord de Paris, alors c'est dans ce cas que le mécanisme d'ambition est important. Et c'est là qu'on l'utilise. Et ça permet vraiment à la société civile de voir quels sont les véritables enjeux, d'évoluer, de trouver des solutions. Et par la suite, ça a des conséquences au niveau national. Et ça peut mener par la suite au litige climatique ou pas. Désormais, les mesures et les résultats.
Aux fins de faciliter la mise en œuvre et de promouvoir le respect des dispositions, le comité prend des mesures appropriées qui peuvent consister à mener un dialogue avec la partie concernée, en vue de répertorier les difficultés, par exemple. Est-ce que telle ou telle partie a besoin de plus de capacité, par exemple? Ça aussi, c'est à prendre en compte. Est-ce qu'une partie a besoin d'un plan précis, d'un plan d'action précis? Peut-être que certains partis demandent de l'aide à d'autres partis pour ensuite continuer à évoluer. Donc, il s'agit véritablement de respecter l'accord de Paris et ça permet à la société civile de continuer à bien évoluer. Désormais, hypothétiquement parlant, si une partie échoue son évolution et ne soumet pas son CDN plutôt, alors dans ce cas-là, il y a des conséquences. Une partie peut par exemple s'en remettre à la Cour de justice internationale. Cependant, on peut donc en venir à un procès, mais généralement, ça n'arrive pas du tout. Et je ne pense pas que ce sera le cas à l'avenir plutôt. Parce que pour le moment, on réussit à peu près à mettre en place les obligations de l'accord de Paris et à respecter ses objectifs. Désormais, en termes de litige climatique, il ne s'agit pas nécessairement de litige, mais l'Assemblée générale des Nations unies, par exemple, cherche à savoir quelle est l'opinion de la Cour de justice internationale sur le changement climatique. Donc, la Cour de justice internationale a son rôle à jouer malgré tout. Et je pense qu'il serait des plus intéressants de savoir quels seraient les conseils de la Cour et quelles seraient les obligations à mettre en place au sein de l'accord de Paris grâce à la Cour. Désormais, juridiction nationale, il y a une citation que j'aime beaucoup, que je trouve très utile. Elle écrit: l'accord de Paris est un traité pour consommation interne. Ces dispositions sont principalement destinées à être inclus aux systèmes juridiques nationaux. Leur mise en œuvre le rend indispensable. Cela est d'autant plus vrai que l'accord, dans sa conception, associe la définition internationale d'un objectif collectif ambitieux de limitation du réchauffement climatique à un outil de mise en œuvre, les contributions dites déterminées au niveau national, dont le contenu, la forme et la portée relèvent presque entièrement des parties auxquelles une très large marge de manœuvre est ainsi laissée, ce qui pourrait être analysé comme une faiblesse congénitale de l'accord, a en fait boosté le contentieux climatique et permis aux requérants de définir des stratégies juridiques efficaces. Et ça permet aux requérants de mettre en place des stratégies personnalisées parce que ça répond vraiment aux problèmes locaux, nationaux du pays. Et je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Je pense que l'accord de Paris permet de promouvoir la justice climatique, la société civile, et ne s'en limite pas à l'Europe ou en Amérique du Nord, par exemple, mais l'accord s'intéresse aussi au niveau local et au niveau national. En résumé, pour les obligations, les litiges au niveau local dépendent de preuves, mais l'accord de Paris permet de mettre en place certains litiges et permet de vérifier toutes les informations pertinentes. Nous avons donc des obligations claires pour chaque partie en termes de
d'inventaire de gaz à effet de serre, d'évolution, de progrès, des CDN, des conséquences du changement climatique, de la manière dont chaque partie s'adapte. Chaque partie a différentes obligations en termes d'aspects financiers, technologiques, du développement des capacités également. Chaque partie soumet un rapport. Et puisqu'on a toutes ces étapes, ça permet vraiment d'obtenir à la fin des preuves pertinentes et concrètes. Et c'est ce qui permet vraiment l'existence de la société civile. Et c'est grâce à ces preuves qu'on réussit à tenir certaines parties responsables. Puis nous avons tout l'aspect de vérification, de transition. Désormais, on est en pleine transition. Vous pourrez lire la diapositive plus tard si vous le souhaitez. C'est seulement pour votre information, pour que vous soyez informés. Nous avons également le rapport biennal de transparence qui donne des informations sur le progrès, l'évolution, les CDN, la manière dont il doit être rédigé. Nous avons aussi les modalités, procédures et lignes directrices des rapports qui expliquent la manière de rédiger ces rapports. Nous parlons également de plus en plus de législation nationale grâce à tout ce que les parties ont inclus dans leur CDN, qui a par la suite eu des conséquences sur les nations en elles-mêmes. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, en Nouvelle-Guinée, il existe un acte de 2016, un acte pour lutter contre le changement climatique. Également en Norvège, nous avons un acte de 2018 qui a été incorporé au niveau national, tout comme en Nouvelle-Guinée. Nous avons aussi l'exemple du Pérou. Nous avons également un acte pour lutter contre le changement climatique incorporé au niveau national. Donc on passe d'une loi au niveau international au niveau national par la suite. Désormais, nous allons passer au statut de Rome. Il s'agit du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui a fait polémique à cause de certaines propositions au niveau national, certaines propositions qui ont été soutenues par certaines nations qui pensent que le crime d'écocide devrait être ajouté au statut. En juin 2021, le panel d'experts it were to ever be a crime. Imagine that it were to be added to the Rome Statute. The way prosecution at the International Criminal Court works is that it is first referred to the office of the prosecutor, then he or she gains authorization from the pretrial chamber, then there is an initial investigation, then you ask for admissibility, whether this, the case is even admissible. And this is decided often at the pretrial chamber, sometimes at the trial chamber itself. Then you bring charges. Then parties may challenge the admissibility of that case in the first place, that, that the case is not Puis la question de la recevabilité.
Ensuite, il y a le procès en lui-même et enfin une sentence. Donc, comme vous le voyez, c'est un processus très long et ça dépend véritablement de la toute première étape du bureau du prosécuteur ou du procureur plutôt. Et tout part de là pour que le reste suive. Certains procès ne sont pas recevables, certaines affaires ne sont pas recevables. L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Dans ce cas, l'affaire n'est pas recevable. Également, si l'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites, également irrecevable. La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3, à nouveau irrecevable dans ce cas. Ou également si l'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. Et bien évidemment, ça c'est ouvert à l'interprétation. Et ça dépend également de la chambre préliminaire et de la chambre de première instance. De ce fait, le statut de Rome est complexe. Et tout le processus de plainte est complexe également. Cependant, le statut a du potentiel, puisqu'il permet de mettre en place la juridiction criminelle universelle. Nous avons les exemples de la France et de l'Allemagne, par exemple, où des procureurs peuvent faire l'exercice de la procédure criminelle universelle lorsqu'il s'agit de crimes qui apparaissent dans le statut de Rome. Donc peut-être que l'écocide pourrait mener à une juridiction nationale et même une juridiction universelle. Et c'est le cas d'ailleurs en France et en Allemagne, comme je l'ai dit précédemment. Donc je pense qu'on finira par ajouter l'écocide au statut de Rome. Voilà, c'était tout de mon côté. Je souhaitais vous donner un aperçu de mon domaine. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci beaucoup. C'était un résumé des plus intéressants, assez technique, très technique même. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de tous ces éléments. Nous avons quelques questions. Comme toujours, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les envoyer et par la suite, nous vous y répondrons en ligne. Voici la première question. Est-ce que la notion de litige climatique apparaît dans l'accord sur le climat? Non, pas du tout. Il y a une autre question par rapport à la législation nationale et les CDN. Donc la question, comment on peut un peu faire le lien entre les CDN et les législations nationales? Pour la société civile, pour qu'il y ait un succès de la société civile dans les litiges, il y a des obligations internationales qui ont été créées au titre des CDN, mais qui ne sont pas forcément remplies. En fonction des lois de ce pays, il peut y avoir des litiges. Donc, si le pays ne répond pas à ses engagements, donc on décide si la société civile a ou non la possibilité de demander des comptes à son gouvernement en vertu de ses engagements internationaux. Les autres options sont les suivantes. Donc, vous voyez la CDN, vous voyez que les actions sur le terrain ne correspondent pas au CDN. Donc, la société civile
peut dire que les CDN ne sont pas suffisants, que les ambitions dans les buts doivent être augmentées. Il faudrait donc des avocats environnementalistes qui travaillent en étroite relation avec la société civile. Je pense que les meilleurs travaux en la matière ont vu la collaboration entre des avocats et des scientifiques. Avec ce programme de formation, c'est un grand pas dans la bonne direction parce que ça permet de réunir des personnes avec différentes trajectoires et nous avons besoin d'expertise scientifique pour cela. C'est important pour pouvoir mettre en place des litiges liés au changement climatique. On est un petit peu en retard, malheureusement. Donc peut-être que tu pourras les répondre un peu plus tard, mais merci beaucoup pour ton intervention. Nous avons aussi un programme de droit ici à Oxford. Nous avons un centre interdisciplinaire qui permet de réunir des scientifiques et des personnes d'autres horizons. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir à Oxford. Merci beaucoup pour cette présentation. Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup à tous. Merci. Et maintenant, est-ce que quelqu'un peut passer à la diapositive suivante? Parce que maintenant, nous allons accueillir deux militants incroyables qui établissent un lien clair entre les effets du changement climatique sur la santé humaine et la responsabilité pénale des entreprises. Donc, nous allons accueillir Kian Renshaw, qui est responsable d'une ONG au Nigeria, justement. Au cours des 17 dernières années, il a travaillé en étroite collaboration avec les communautés du delta du Niger, notamment là où le pétrole et le gaz sont extraits depuis des décennies, avec des conséquences environnementales, sanitaires et sociales dévastatrices. Son engagement dans ces communautés a consisté à veiller à ce que les pollutions soient nettoyées, à ce que les droits de l'homme de ces populations soient respectés et protégés, et que l'accès à l'eau potable soit restauré. Qu'elle travaille pour que les voix des communautés se fassent entendre et pour que les problèmes des communautés soient pris en compte par les parties prenantes. Nous allons également accueillir Rhiannon Osborne, médecin, militante et chercheuse, qui travaille sur la justice en matière de santé. Elle travaille sur l'extractivisme. Elle a de nombreuses casquettes, mais elle est aujourd'hui pour nous parler en sa qualité de cofondatrice du People Health Hearing, un forum mondial de témoignages, d'écoute et de justice radicale pour les communautés qui seront en première ligne des industries extractives. Donc, merci à tous les deux d'être ici. Et donc, vous pouvez utiliser, comme chaque fois, Mentimeter pour poser vos questions. Merci à tous. Est-ce que je dois partager mon écran? Donc, bonjour à tous. Kian et moi, nous allons parler du projet appelé le Tribunal de la santé des peuples de Shell et Total. C'est un projet qui fait partie du collectif People Health Hearing, dont nous sommes membres tous les deux. Donc, ce collectif a émergé en 2021 afin de remettre en question les récits actuels sur le climat et mettre en évidence les causes profondes de la crise climatique, qui sont le colonialisme et le capitalisme racial. Donc, nous mettons l'accent sur les communautés qui font face à
l'extractivisme. Le but du collectif est de faire connaître les impacts sur la santé des industries extractives et de la crise climatique, de réunir les différentes luttes et de définir une vision pour une justice climatique transformative. Nous travaillons pour obtenir des comptes et une justice réparative. Donc, notre première réunion a lieu à la COP26. Donc, c'est la première fois qu'on remettait en question le colonialisme et l'extractivisme. Et nous travaillons actuellement sur les activités de Shell et Total en Afrique. C'est un collectif qui est mondial, mais nous avons des militants au Royaume-Uni, en Équateur, Nigeria, Ouganda, Colombie, le soi-disant Canada, entre autres. Nous travaillons pour développer les relations et organiser les capacités nécessaires pour la justice réparative. Donc, notre compréhension de la santé est globale, ce n'est pas seulement la maladie biomédicale, mais c'est aussi un reflet de ce qui se passe sur les territoires et c'est aussi un outil pour la lutte anti-extractiviste. Nous travaillons sur les causes profondes de la crise climatique, sur les systèmes d'oppression, le colonialisme, le capitalisme, la suprématie blanche. Nous travaillons sur les litiges climatiques, ça dépend un peu comment, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme de litige climatique. Mais nous travaillons sur la justice réparative, c'est-à-dire réparer les dommages d'une marée noire, par exemple, et nous nous assurons que ces dommages ne soient pas répétés à l'avenir. Et donc, nous sommes contre la résolution de la crise climatique par la continuation, la continuation pardon, de l'extractivisme vert. Nous reconnaissons, nous considérons que toutes les stratégies de capitalisme vert ne permettent pas d'obtenir une justice environnementale. Donc, cette intersection entre la santé des peuples et les territoires a une histoire très ancienne. Cela remonte à plusieurs siècles. Et ce que vous pouvez voir sur l'écran, c'est un exemple de cartographie des territoires et des corps. Cela se fait particulièrement dans les milieux indigènes, les femmes indigènes en Amérique. Et donc, c'est un travail qui a été fait notamment par Damián Berzenassi et Erika Ortega à l'Institut de la santé socio-environnementale en Argentine. C'est un exemple des personnes avec qui nous travaillons. Donc, ça, c'est un peu une explication de ce qu'est le tribunal. Ce tribunal sur Shell et Total se base sur une longue tradition. Donc, ces tribunaux populaires, c'est quelque chose qui a été fait depuis des décennies. Les systèmes juridiques existants protègent les entreprises plutôt que de protéger les communautés. On voit que les systèmes légaux sont construits pour protéger les entreprises, les grandes entreprises, et donc les tribunaux populaires permettent d'échapper à ce système et de demander la justice hors de ce système. Nous avons pour but de renforcer la solidarité entre les peuples, et c'est un espace pour que les communautés donnent leur témoignage selon leurs propres termes. Les tribunaux habituels ne reconnaissent pas non plus les différentes cosmologies. C'est aussi un espace pour réimaginer la justice réparative. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment obtenir dans le système
légal actuel, on peut obtenir une compensation dans les tribunaux habituels, mais ce n'est pas la même chose que la justice réparatrice. Ce n'est pas la même chose que de réparer la santé des personnes et des territoires. Il ne s'agit pas uniquement des dommages à la santé, tels que le cancer, mais aussi les pertes spirituelles, par exemple. On peut dire beaucoup d'autres choses, mais une chose importante sur ces tribunaux populaires, c'est de renverser un peu la légitimité des acteurs. La légitimité du peuple, et non chez les personnes qui détiennent le pouvoir. Mais ce peut être des représentants des communautés. Donc, nous avons une communauté contre Total en Afrique du Sud. Nous avons obtenu plusieurs éléments, dont le verdict pour la justice réparatrice basé sur la demande de ces communautés, et nous pouvons l'utiliser comme un outil de campagne pour développer ces demandes. Deux dernières choses. Tout cela se fait en dialogue. Tentative d'utiliser les termes comme génocide et écocide. Il faut to understand that the People's Health Tribunal wasn't certainly a real réel, il n'y a pas de vrai juge, il n'y a pas une vraie procédure, mais les cas que nous avons entendus, réels, que nous avons entendus étaient vraiment effrayantes. Donc, studies, which is the trial of Shell and Total in Nigeria, and specifically the Niger Delta of Nigeria. And Nigeria. Donc, c'est une histoire terrifiante. Vous en avez peut-être déjà entendu l'histoire symbole. En 1938, le Nigeria est devenu une colonie pétrolière du gouvernement britannique. Le gouvernement britannique a donné une licence à Shell pour explorer le pétrole au Nigeria, dans n'importe quel endroit du Nigeria. Et donc, cela a été fait sans demander le consentement des peuples qui y vivaient. Donc, c'était le début de l'extraction au Nigeria. Les personnes ont été obligées à accepter cette extraction. En 1958, a exporté 2,6 millions de barils par jour. Et comme le concept de peuple n'était pas
Et l'impact de cette extraction a été dévastateur. Donc, je parle de Total, ExxonMobil, Shell. Ils ont réalisé des profits exceptionnels. Mais le Delta du Niger est devenu de plus en plus pauvre. En 2022, Shell a déclaré des profits de 40 milliards de dollars US. Et une grande partie de cette somme provient du Delta du Niger. Et aussi en 2022, le Delta du Niger est devenu la région la plus pauvre du Nigeria et une des plus pauvres du monde. Et donc les rivières, les terrains, et tout cela a été pollué par l'extraction. Une autre chose importante, l'extraction pétrolière, en toute impunité. En tant qu'il est important de parler de ça, de l'extraction, de l'extractivisme. Alimente mais en dehors de l'impact climatique, il y a aussi des personnes au quotidien de cet extractivisme. Dans le delta du Niger, par exemple, les compagnies et donc cela se produit depuis des décennies. Les canalisations parfois se percent et donc cela conduit à l'introduction de pétrole qui détruit les territoires et les rivières. Et donc des millions de barils de pétrole ont été déversés dans les terrains cultivés par les communautés. C'est une image de Amnesty International. Cela montre les déversements de pétrole entre 2011 et 2017. Et donc, tous les points que vous voyez est un déversement. Donc, en seulement 6 ans, on voit des déversements massifs du Niger. Donc, cela détruit la vie aquatique. Aucune vie ne peut survivre face à ces déversements de pétrole. Depuis que Total travaille dans l'extraction pétrolière, depuis 5 décennies, le torchage du gaz continue à se produire. Même lorsque le gouvernement nigérian a interdit ces pratiques en 1979, les compagnies ont continué à effectuer ces pratiques. Donc, ces pratiques provoquent des cancers, des épidémies, etc. Cela détruit littéralement la santé des peuples. Du fait de cette activité d'extraction pétrolière, cette action pétrolière au Niger, au delta du Niger, c'est un symbole de ce qu'est l'extraction pétrolière. Et cela a un impact sur la santé. Donc l'espérance de vie a baissé de 54 à 41 ans dans le delta du Niger. Et cela est dû à l'impact créé par l'extraction pétrolière. Cela a aussi un impact sur la santé reproductive. Il y a des études qui ont été faites par les maternités. Des données des maternités du delta du Niger ont été comparées à des données de maternités dans d'autres
régions du Nigeria. Et donc, il y a beaucoup plus d'avortements spontanés, beaucoup plus de décès d'enfants. Donc, tout ça a amené vraiment une situation désastreuse dans toute la région de l'État du Niger. Cela a accéléré le nombre de femmes qui entrent de manière prématurée. Et tout cela continue à se produire. La majorité des personnes dans le delta du Niger ont une maladie ou une autre. Et dans une communauté que j'ai visitée, il y avait une grande quantité de personnes aveugles. Et cette cécité était due au torchage du gaz. Et c'est ce qui se produit dans le delta du Niger. Et à cause de l'extraction du pétrole, je vous ai dit qu'il y a une fusion entre l'oppression de l'État nigérian et les pratiques abusives de compagnies comme Shell et Total. Et donc, c'est une fusion de ces pratiques qui aboutit à un étouffement de la dissidence, à de nombreux abus. Les compagnies pétrolières parlent de communauté d'accueil, mais ce n'est pas, on ne peut pas dire qu'il s'agit de communauté d'accueil. Il y a des militaires qui se situent dans les hauteurs de l'État du Niger pour surveiller les communautés. Et donc, ces communautés n'ont pas le droit d'exprimer des accords. Elles sont victimes d'une oppression. Et donc, comme je disais, c'est l'alliance d'une puissance étatique répressive et de la soif de profit des compagnies pétrolières. De nombreuses personnes ont été envoyées en exil. Les communautés ont demandé de participer aux bénéfices de la compagnie. Et la réponse de Shell a été la répression. Les militaires ont été appelés et il y a eu un massacre qui s'est produit. Et donc, aujourd'hui, personne ni les entreprises, ni l'État nigérian. Et donc, tout ça se produit quotidiennement dans l'État du Niger. C'est quelque chose de vraiment qui fait partie de la routine. Et en plus de ces impacts sur la santé, les communautés du delta du Niger souffrent aussi de l'impact du changement climatique. Elles sont vraiment sensibles aux effets du changement climatique. Donc, ce que vous voyez, cette photo est de 2022.
mais c'est ce qui se produit depuis 2012 dans la plus grande partie du delta du Niger. Les inondations envahissent des communautés entières. Et donc, les personnes doivent migrer, doivent aller vivre ailleurs. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Tout est fermé lorsque se produisent ces inondations. Et donc, les communautés subsistent des problèmes de santé en raison des effets du changement climatique. A été très élevé. C'est un mélange mortel de profit des grandes entreprises et de répression étatique. Justice. Lorsque les compagnies pétrolières sont si étroitement liées au pouvoir politique, donc les communautés impactées n'ont pas pu obtenir justice. Les compagnies pétrolières sont trop puissantes, sont trop liées au pouvoir politique. Les communautés ne peuvent rien faire et n'ont pas de relation avec les pouvoirs, avec les grandes puissances. Les communautés ont poursuivi les compagnies en justice à cause du torchage du gaz, mais les demandes des communautés étaient rejetées par manque de possibilité de définir clairement ce qu'est le torchage de gaz. Mais le tribunal de la santé des peuples a rendu un verdict pour dire à quel point Total était responsable de dommages à la santé. Mais Shell n'était pas présent au tribunal, le gouvernement nigérian n'était pas sur place. Et aujourd'hui, le torchage de gaz continue. Le tribunal de la santé des peuples n'est pas un vrai tribunal, mais c'est une opportunité pour les peuples de demander justice pour les victimes. Il permet de dénoncer les victimes, de dénoncer les dommages causés aux victimes de ces atrocités liées à l'extraction. Grâce à ce tribunal de la santé des peuples, grâce aux preuves que nous avons réunies, nous avons obtenu une légitimité. Et donc le travail du tribunal n'était pas seulement un travail de quelques activistes. Il contient toute la souffrance des peuples, toute la sueur et les blessures. C'est un outil pour demander la justice. Et c'est un outil qui peut être reproduit dans d'autres communautés à travers le monde. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Ken. Et sûrement d'autres personnes voudront organiser un tribunal comme vous avez fait. Donc, ça peut être une opportunité pour d'autres personnes de profiter de votre expérience. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre travail et votre témoignage. Nous avons quelques questions dans le chat. Est-ce qu'il est possible de s'impliquer dans ce travail? Quelles sont les prochaines étapes du tribunal? Je peux répondre rapidement. Actuellement, nous essayons de définir un peu la stratégie, de définir un peu où nous voulons aller, mais il va y avoir deux approches. D'abord, la construction, le renforcement des communautés. Donc, développer la conscience politique. Et la seconde chose, ce sera de faire campagne pour que nos demandes soient entendues. Donc, ce que je peux faire, il y a des comptes de réseaux sociaux pour avoir des mises à jour. Mais si quelqu'un est intéressé à participer, à réaliser un tribunal dans sa communauté, il peut me contacter. Une autre chose, c'est je peux vous envoyer un peu tout le matériel. Vous pouvez envoyer un peu tout ce que vous avez, tous les documents que vous avez dans votre communauté pour voir un peu quels sont les liens avec notre situation. Donc, je peux vous donner un email si quelqu'un veut faire une étude de cas dans sa communauté. Donc, voilà. Je ne sais pas si Ken veut ajouter quelque chose. Je pense que tu as dit tout ce qui était possible. Il peut être important de répliquer le processus que nous avons fait, mais c'est un processus qui est en cours. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous parler. Merci. Une autre question d'un participant. J'ai lu il y a quelques mois que les Nigérians avaient porté plainte contre Shell au Nigeria et avaient obtenu gain de cause. Oui, il y a des nouvelles manières de réaliser des actions en justice. Et donc, ça se produit en dehors du Nigeria. Les activistes du Nigeria ont trouvé une voie en allant se diriger dans les pays d'origine de ces compagnies. Et c'est la seule manière que nous avons d'obtenir justice. Et cela ne nous plaît pas de devoir aller en Europe pour demander justice. Ce que nous faisons, c'est demander à notre propre gouvernement de rendre des comptes. Ce n'est pas seulement la justice, ce n'est pas seulement nettoyer l'environnement, d'obtenir des compensations, c'est aussi de donner du pouvoir au peuple. Si quelqu'un a un problème, si sa ferme a été détruite, nous devrions avoir la possibilité d'obtenir justice au niveau national, au niveau local. Et donc, ce que nous voulons à terme, c'est que les compagnies puissent rendre des comptes directement au Nigeria. Et comment est-ce qu'on pourrait être plus inclusif pour ne pas reproduire les systèmes d'oppression? Ken, Rhiannon, est-ce que tu veux parler? J'ai étudié la philosophie à l'université, mais il est important d'utiliser des preuves scientifiques. Nous avons vraiment obtenu des preuves réelles des dommages causés par l'extraction pétrolière.
de l'extraction des hydrocarbures sur les territoires. Et donc, on a retrouvé notamment de l'essence dans l'eau que consomment les populations. Et les gens boivent cette eau, se baignent dans ces eaux. Et donc, cela pourrait prendre de 25 à 30 ans pour nettoyer tout cela. Et cela, il faudrait une somme équivalente à $1 milliard. Donc, il nous faut des données scientifiques pour pouvoir demander cette justice écologique. Il y a quelques mois, un État nigérian a calculé les coûts du nettoyage des déversements de pétrole et il a estimé cela à $12 milliards. À toi, Yana. Merci. Oui, comme Ken a dit, on peut utiliser les données scientifiques de manière stratégique. Quand on parle de médecine, de l'histoire de la science, il faut comprendre à quel point cette médecine est liée au capitalisme et au colonialisme. Et donc, il faut l'utiliser de manière stratégique. La médecine peut également être utilisée contre les communautés, parce qu'on peut dire qu'il y a des niveaux sûrs de toxicité, c'est un peu un oxymore. Les grandes entreprises utilisent des recherches scientifiques pour dire que les niveaux de toxicité sont sûrs. Des entreprises américaines utilisent des analyses génétiques et disent que les problèmes de santé sont dus à des caractéristiques génétiques des populations. C'est aussi lié à la privatisation des systèmes de santé. Il est difficile de savoir un peu quelle est la réalité si les institutions qui sont chargées de contrôler ont été privatisées. Il faut aller aussi au-delà d'une vision purement médicale des choses. Il faut aussi penser à des choses comme la santé spirituelle, la santé collective. Et le discours sur la santé publique, le discours sur le changement climatique, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. On dit souvent que les militants doivent prouver que quelque chose se produit en raison du changement climatique. Et dans ce cas-là, les gouvernements agiront. Mais le problème, ce n'est pas de savoir quelles sont les choses, mais que les États ne sont pas forcément prêts, disposés à agir. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'aspects et merci beaucoup d'avoir parlé de tous ces exemples. Ça permet d'éclairer la connexion qu'il y a entre tous ces aspects. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre temps. Donc, je vais redonner la parole à Lydia. Et on va parler du crowdsourcing juste avant la pause. Merci beaucoup à nos orateurs. Donc, maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus interactif.
Donc, par rapport à ce que nous avons entendu dans la dernière présentation, nous aimerions écouter votre expérience. Donc, nous avons préparé un code QR. Si vous êtes au courant de campagnes qui font le lien entre la justice, la santé, la justice pour la santé et la justice climatique. Et donc, pendant que vous faites cela, nous allons faire une pause de 5 minutes. Donc, allez prendre de l'air, buvez un peu d'eau. Et vous aurez le temps d'accéder à ce code QR pour répondre aux questions. Merci.
Bonjour à tous à nouveau, bienvenue à nouveau. Comme vous le savez, nous avons un formulaire à vous faire remplir. Vous avez jusqu'au 19 septembre pour avoir accès au formulaire, donc n'hésitez pas à le remplir. J'aimerais désormais présenter notre prochaine oratrice, Trina. Trina est une militante, elle est chercheuse, étudiante en droit également, l'une des coprésidentes fondatrices de Fast Action on Climate to Ensure Intergenerational Justice, ou FACE, une initiative créée et dirigée par des jeunes qui se concentrent sur l'intersection de la justice climatique et environnementale dans le cadre de stratégies d'atténuation du climat à action rapide, visant à préserver la planète pour les générations actuelles et futures. FACE est actuellement à la tête d'un effort populaire pour la soumission d'un amicus devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, lié à la demande d'avis consultatif de la Cour sur l'urgence climatique et les droits de l'homme. Elle est également associée de recherche auprès de l'Institut pour la gouvernance et le développement durable, où elle mène des recherches sur la justice climatique intergénérationnelle et les litiges climatiques stratégiques, et fait partie de l'équipe de la Global Youth Statement de la COI 18, la conférence des jeunes. Trina est actuellement candidate au doctorat en droit à l'École de droit et d'études supérieures du Vermont, où elle est membre du conseil d'administration de la Société du droit de l'environnement, sénatrice de l'association du barreau étudiant et membre de la Société du droit de la justice environnementale. Autre orateur, José, également, qui défend la jeunesse pour la justice climatique. Il est assistant juridique depuis 5 ans pour une cour et cela fait des années qu'il défend le climat en Amérique latine et dans le monde entier. Désormais, vous allez avoir un aperçu de ce qu'est l'amicus, du mouvement en question, et nous parlerons également de la campagne Let's Go et de l'appel à agir. Les deux orateurs vont nous parler de leurs propres expériences, de la jeunesse également. Nous parlerons aussi des mesures politiques climatiques mises en place. Trina, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction, Lydia. Je vais partager mon écran. Et vous parler des avis consultatifs. La présentation est disponible en 4 langues. Et si jamais il y a des erreurs dans les traductions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour commencer, un aperçu de l'amicus de la jeunesse et de nos objectifs. Tout d'abord, le contexte de l'amicus et son but. Nous organisons une soumission d'amicus avec des jeunes de toutes les Amériques pour exiger une justice climatique intergénérationnelle. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, partout en Amérique, pour la demande d'avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur l'urgence climatique et les droits de l'homme. Il s'agit d'une opportunité unique, passionnante et des plus importantes pour les jeunes de s'engager de manière significative avec les tribunaux, d'exhorter les tribunaux à tenir les pollueurs pour responsables et de demander l'action climatique. Qu'est-ce qu'un avis consultatif ? Qu'est-ce qu'un amicus? Qu'est-ce que la Cour interaméricaine? Ce sont des analyses des tribunaux qui interprètent des questions de droit. Bien qu'ils soient souvent non contraignants, ils peuvent avoir une influence sur les gouvernements en leur indiquant ce qu'ils sont légalement obligés de faire. Il existe actuellement un mouvement mondial mené par des jeunes pour faire avancer les avis consultatifs afin de renforcer le droit et l'action en matière de climat dans les tribunaux des droits de l'homme. Beaucoup de jeunes participent à cet amicus. Par conséquent, beaucoup d'Américains
La Cour interaméricaine accepte actuellement des soumissions pour guider son avis consultatif sur l'urgence climatique et les droits de l'homme. La date limite est très bientôt, le mois prochain, le 18 octobre 2023. Qu'est-ce qu'un amicus exactement? C'est un document qu'on peut remplir et déposer par une partie extérieure qui s'intéresse de près à l'objet d'un procès. Toute personne ou toute institution dans le droit américain peut déposer ce document. Et ça permet de rédiger quelles sont nos priorités en termes de droits humains. Qu'est-ce que la Cour interaméricaine? Il s'agit d'un tribunal qui défend les droits humains, qui interprète et qui met en place la Convention américaine sur les droits humains adoptée en 1969. La Cour est contraignante et inclut différents pays comme le Costa Rica et le Brésil notamment. Un peu plus de contexte sur l'urgence climatique. Le changement climatique est un multiplicateur de menaces dont les effets sont inégalement répartis. C'est une véritable crise environnementale. Nous sommes en pleine urgence climatique sans précédent pour les droits de l'homme. Nous constatons déjà des impacts climatiques extrêmes à 1,2 degré, au-delà de 1,5. Nous pourrions même pousser la Terre vers un état de serre chaude. Et par la suite, on ne pourrait plus rien changer. Si des mesures immédiates ne sont pas prises pour ralentir le réchauffement, le monde pourrait dépasser la limite de 1,5 degré d'ici 2030, voire même plus tôt. Il nous faut donc agir tout de suite. Le changement climatique est un problème qui évolue rapidement et qui ne peut être résolu par des solutions qui évoluent lentement. Les solutions climatiques doivent tenir compte du temps, les préjudices immédiats, inondations, sécheresse par exemple, les préjudices futurs dus à l'inaction, au retard, l'élévation du niveau de la mer par exemple, les dommages intergénérationnels, le réchauffement irréversible de la Terre, la perte de biodiversité, la Terre sous serre entre guillemets. J'aimerais mettre l'accent également sur la force du mouvement climatique et la manière dont on met en place les choses et surtout auprès de la Cour pénale internationale et de la Cour interaméricaine. Les décideurs ont toujours exclu les jeunes des processus de prise de décision qui ont un impact sur nous et notre avenir, négligeant ainsi notre capacité de prise de décision et d'innovation. Malgré cela, nous avons été parmi les voix les plus fortes à plaider en faveur d'une action rapide pour faire face à l'urgence climatique. L'engagement significatif des jeunes peut garantir la durabilité de ces actions. Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir maintenant pour empêcher le dépassement du seuil de 1,5 degré et faire en sorte que la planète reste vivable pour les générations actuelles et futures. Cependant, avec les politiques actuelles, nous n'agissons pas assez vite et nous nous rapprochons à grands pas du seuil des 1,5 degrés. Ne pas agir rapidement sur le climat viole le principe d'équité intergénérationnelle et enfreint le droit international, régional et national. Cependant, les engagements en matière de climat restent volontaires pour le moment et les plans d'action ne sont pas assez définis. La justice climatique intergénérationnelle consiste à garantir une planète saine, propre et durable aux générations actuelles et futures, tout en reconnaissant et en corrigeant la répartition inégale des impacts climatiques. Pour garantir la stabilité intergénérationnelle de la planète, il faut ralentir le réchauffement afin d'éviter de déclencher des points de basculement irréversibles attendus au-delà de 1,5 degré. Dans le cadre de ce processus, toutes les voix des jeunes doivent être entendues, écoutées et intégrées dans tous les processus de prise de décision concernant notre avenir commun. La justice climatique est au cœur de toutes les formes de justice et doit être reconnue comme telle. Quelles sont nos demandes? Je vais partager toutes ces diapositives, ne vous en faites pas. J'aimerais que nous ayons assez de temps pour les questions à la fin. Nous avons différents types de demandes. Tout d'abord, la fondation.
Il nous faut une fondation concrète et forte qui protège directement le principe de justice intergénérationnelle incluant les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Tout ce dont je vous ai parlé précédemment est lié à d'autres droits, comme le droit à la vie, à la santé, à la vie privée et familiale, à l'égalité de protection, à l'autodétermination, à l'information et à la participation, à un recours juridique effectif et à un environnement sain. Nous avons également besoin de représentation. Bien qu'il y ait plusieurs efforts en cours pour inclure les jeunes dans les espaces de prise de décision, les jeunes restent marginalisés ou sous-représentés dans les décisions concernant notre avenir. Les systèmes judiciaires peuvent entraver les efforts des jeunes pour être entendus, représentés et protégés. Il nous faut également mettre en œuvre toutes ces pratiques, même en cas de jugement favorable aux jeunes plaignants dans les affaires de changement climatique ou d'engagement à inclure les jeunes dans les processus de prise de décision, il existe une lacune dans l'exécution des jugements et des engagements qui ne tient pas compte de l'urgence climatique. Les engagements pris par les pays au niveau national et international ne protègent pas efficacement la justice intergénérationnelle. Et nous ne sommes pas assez protégés actuellement ni à l'avenir. Il faut agir maintenant, il ne faut plus attendre. Quatrième point, la protection. Alors que l'activisme est un aspect essentiel du mouvement des jeunes pour le climat, le harcèlement, la criminalisation et les meurtres sanctionnés par l'État de jeunes activistes climatiques portent atteinte à notre droit à la participation en entravant la désobéissance plutôt civile et en rendant les manifestations dangereuses. Les militants climatiques sont accusés de coercition, d'intrusion et d'autres infractions pénales pour justifier l'action de la police. Les gouvernements doivent veiller à ce que les militants climatiques et les défenseurs de l'environnement soient protégés pour qu'ils exigent plutôt des mesures climatiques ambitieuses. Dernier point, l'atténuation. Une stratégie d'atténuation du changement climatique à action rapide comprend réduire rapidement les émissions de superpolluants d'ici 2030, comme le méthane. Il nous faut agir tout de suite. Il nous faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ce d'ici 2050. Il nous faut mettre en place différentes stratégies supplémentaires à action rapide et axées sur la justice, protéger les puits de carbone et les droits fonciers, renforcer l'adaptation et la résilience, se concentrer sur la stabilité de la planète également. Les États ont l'obligation de garantir les droits fondamentaux des jeunes à un environnement ou système climatique propre, sain, sûr et stable pour les générations actuelles et futures. Les États ont l'obligation d'agir rapidement pour trouver des solutions climatiques en cas d'urgence climatique affectant les générations actuelles et futures. Comment rejoindre notre mouvement? Il y a différentes options. Voici certaines de nos demandes, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quelles sont vos demandes? Nous représentons non pas un petit nombre, mais tous les jeunes dans le monde entier. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre mouvement. Vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, remplissez notre formulaire, répondez à notre enquête, partagez vos demandes pour une justice intergénérationnelle dans une situation d'urgence climatique. Je vous ferai partager les liens. Pour nous, il s'agit vraiment de savoir quelles seraient vos demandes pour que nous puissions ensuite comment mettre en place ces demandes et comment agir pour l'urgence climatique. Ensuite, partagez vos histoires. Partagez votre histoire sur les conséquences du changement climatique dans le cadre de notre campagne sur les réseaux sociaux et cela va au-delà des Amériques. Et il s'agit vraiment d'observer quelles sont les similarités entre toutes les différentes histoires, ce que nous avons en commun en termes d'optimisme climatique et de justice climatique. Donc, je vous invite à partager vos histoires. Nous soumettrons certaines histoires dans l'amicus et d'autres seront publiées sur Internet. Toutes d'ailleurs le seront puisque toutes méritent d'être entendues. Nous avons également un webinaire où nous parlons de la science et du droit de notre amicus. Nous avons des enregistrements en anglais et en espagnol. Nous avons les liens des présentations aussi.
nous vous invitons à nous rejoindre, à rejoindre nos prochaines actions, à soutenir l'amicus. Contactez-nous à l'adresse suivante, par exemple, trinakiemi@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter et à soutenir l'amicus et à suivre notre hashtag @FaceClimateJustice sur Instagram et Threads pour plus de détails. Vous avez des demandes et vos demandes devraient être écoutées et entendues par les cours. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez le faire, à partager des ressources, à nous contacter. Vous avez donc mon adresse email sur la diapositive et je l'entrerai dans le chat. Également, merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous nos partenaires qui sont de plus en plus nombreux et nous sommes ravis de la taille de notre mouvement. Et qui sait, peut-être que le mouvement prendra de plus en plus d'ampleur et nous serons de plus en plus unis. Désormais, je passe la parole. Campaigning to get to the point that we are right now, where the questions are before the court, and we've launched. Pour que les faits soient présentés devant les tribunaux. Donc, nous avons traduit les questions de la société civile à la Cour internationale de justice. Donc, c'est une différence importante avec la Cour interaméricaine parce que nous n'avons pas un accès direct à la Cour. Donc, il faut passer par les États ou par les organisations régionales. Donc, nous travaillons avec les États et nous vous invitons à nous contacter dans ce travail. Nous envoyons des lettres au ministre des Affaires étrangères pour inclure la perspective des jeunes dans les soumissions écrites à la Cour internationale de justice. Et nous voulons également que les jeunes soient présents dans les audiences. Nous sommes présents dans les audiences de la Cour internationale, la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Nous sommes également présents dans les COP comme cette année. Donc, ce sera magnifique de pouvoir vous rencontrer, et spécialement ceux qui sont en Amérique latine. Donc, j'aimerais réunir une équipe. Si vous voulez participer au processus, vous pouvez me contacter à mon adresse email. Je vais la mettre dans le chat. Et donc, de cette manière, je pourrais vous envoyer le manuel sur la justice climatique et vous pouvez l'utiliser au niveau national. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avant de terminer, en avant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec le mouvement pour la justice climatique. Donc, c'est une période très passionnante et nous invitons à participer. Merci à tous. Merci beaucoup, Trina. Merci beaucoup pour ta présentation. Et merci beaucoup de ta passion. Et merci de mener cette campagne pour l'avenir. C'est vraiment impressionnant. Et on va voir jusqu'à quel point vous allez arriver. Et j'espère que ça va nous inspirer pour que nous prenions d'autres actions en faveur de la justice climatique. Donc, tous les participants sont invités à rejoindre le mouvement et à partager leurs histoires. Donc, nous avons quelques questions pour vous. Donc, la première question. Quel est le rôle de l'ICG dans les litiges climatiques?
Est-ce que nous pouvons avoir quelques exemples? Donc, la Cour internationale de justice est le tribunal principal des Nations unies. Et donc, il traite uniquement des litiges entre États. Donc, il n'y a pas des litiges entre les communautés et les États comme il y aurait dans la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais l'importance de cette opinion consultative, c'est le tribunal des Nations unies, donc il a une légitimité politique. Ça permet de clarifier la législation liée au changement climatique. Mais il n'y aura pas d'action en justice de communauté contre les États, comme c'est le cas dans la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, merci beaucoup. Et donc, nous avons une autre question. Quelles sont les principales difficultés techniques et comment faire face à ces difficultés? Ce qui est important, c'est le langage et le financement. Le manque de financement ou le manque de possibilité de payer les actions en justice qui prennent plusieurs années. Le langage est aussi souvent inaccessible, donc il est très important de le savoir quand on fait du travail scientifique, par exemple, du travail d'activiste, c'est d'essayer d'avoir un langage plus accessible. De nombreuses organisations sont en train de le faire. Nous voulons être capables d'expliquer la science climatique de manière accessible et de manière pertinente pour les actions en justice. Et donc, il faut essayer d'éviter le jargon et que ce soit accessible à la plus grande quantité de personnes. Mais il y a d'autres difficultés pour demander la justice. Il faut trouver des avocats, il faut trouver le financement. Cela peut être très difficile. Donc, si on a les opinions consultatives, notamment de la Cour internationale de justice, ça peut être important. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je voulais dire une chose. C'est aussi l'importance du renforcement des capacités. C'est quelque chose que nous faisons. Il peut y avoir des termes juridiques un peu abstraits qui ne parlent pas aux plus jeunes. Mais c'est une opportunité unique d'avoir des standards clairs sur le changement climatique et les droits humains. Et donc, nous avons beaucoup de possibilités d'influencer ce processus, notamment dans le cadre de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette session. C'est vraiment très inspirant. Donc, un message à tous les participants, n'hésitez pas à les contacter. Et donc, bonne chance dans la poursuite de cette initiative. Merci pour votre temps. Et merci beaucoup. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer votre participation. Et donc, tout ce formulaire sera disponible jusqu'au 19 septembre. Nous avons aussi un message du point de contact. Et elle nous a dit que vous devriez remplir le formulaire pour le groupe de travail sur les droits humains de Yungo. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lui écrire à son adresse email qui apparaît à l'écran. Merci beaucoup, Lydia. J'arrive pas à mettre ma caméra.
Donc, merci beaucoup de cette session vraiment très intéressante. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons eu des aspects vraiment très techniques de la CCNUCC, des possibilités de litige climatique, mais aussi le travail du tribunal des peuples, mais aussi le travail des jeunes. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par le tribunal de la santé des peuples, et si vous souhaitez créer le vôtre dans votre région, nous allons vous donner l'email des 2 intervenants. Et entre les sessions, nous avons une session interactive sur Zoom. Quelques personnes ont participé à ces sessions. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, donc nous aimerions bien avoir beaucoup plus de participants. Nous pouvons créer des salles de réunion séparées. Donc, merci beaucoup à tous. Et donc, la prochaine session aura lieu le 20 septembre. Et ce sera une session qui parlera de l'intersection entre le genre et le changement climatique. Nous parlerons de l'architecture au sein de la CCNUCC pour donner plus de place aux femmes. Donc, nous sommes vraiment très impatients d'écouter ces interventions. Une autre chose, un rappel, vous avez accès à ce partenariat avec Terra. Vous pouvez trouver non seulement les enregistrements, mais aussi d'autres documents. À la fin de ce cours, vous perdrez accès à Terra, donc c'est plutôt cool d'avoir accès à tout ce matériel pendant ce temps. Donc, c'est très bien d'avoir ça disponible, donc nous aimerions que tout le monde puisse l'utiliser. Nous avons également notre communauté sur Slack pour pouvoir interagir et parler entre nous. Et nous remercions également tous les personnes qui nous financent et les contributeurs, donc qui apparaissent à l'écran. Merci à tous les mécènes. Donc, c'est important que vous participiez et que vous donnez votre feedback pour qu'ils sachent à quel point leur contribution est importante. Et enfin, le formulaire de participation sera disponible jusqu'à la prochaine session, donc jusqu'au 19 septembre. Si vous avez des questions ou des problèmes avec ce formulaire, donc n'hésitez pas à nous contacter. Des fois, nous pouvons tarder un peu à répondre parce qu'il y a beaucoup de participants. Donc, nous vous demandons de bien vouloir être patient. Et un grand merci encore de la part de nous tous et nous vous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, où que vous soyez dans le monde. Et merci et à bientôt.